Une première n'attend pas l'autre. Hein, c'est toujours ça un peu le début de saison. C'est le tournoi de golf, c'est le début. Les recrues, c'est le début. Le premier match préparatoire, c'est le début. Et la saison n'est toujours pas commencée. Mais c'était votre grand retour au Centre Bell? Ben oui. Ouais, hein? Oui. On s'est croisés pour les parties des recrues, déjà, sur la page. C'est vrai, c'était au Centre Bell, oui. c'est vrai. Ouais. Ben oui, cette année. Non, parce que je voulais... C'était pas du vrai hockey. Non. Ben non. Mais je voulais vous entendre sur l'édifice, là. Comment va le building? Le nouvel le Jumbotron? Oh my God! Je pensais pas susciter une émotion. L'écran géant est en difficulté. Parce que c'est parce qu'ils ont changé l'écran géant au Centre Bell. Qui n'est pas nécessairement beaucoup plus grand, mais qui, d'après ce que je comprends, a plus offre plus de possibilités, entre autres, en termes publicitaires puis de variété à l'écran. Tu sais. Alors des promotions comme douteuses. M. Il va y avoir plus de promotions douteuses. Ouais. Mais il n'est pas plus gros. Ça, c'est une grosse déception. Non, mais un tantinet, quand même. Un tantinet, mais c'est surtout qu'il est davantage à la fine pointe de la technologie. Mais moins. Mais hier, la fonction pour faire partir le chrono des pénalités ne fonctionnait pas. Non, c'est la deuxième fois que ça se produit. Okay. Alors, tu as Michel Lacroix qui est obligé de dire il reste 30 secondes à la pénalité. Pour vrai, ouais. C'est pour ça qu'il fait 5, 4, 3. On ne l'entendait pas à la télé. Et puis, non. Ben, je n'étais pas attentif. Là. Puis dès la première ou deuxième journée où il y a eu des événements au Centre Bell, il y a un gros pixel bleu qui a cessé de fonctionner, ce qui fait que quand la majorité des couleurs fonctionnent ou ils sont affichés à l'écran, ben, tu as comme un carré qui ne veut pas coopérer. Okay. Tu sais, pour un truc qui est fraîchement neuf, pour lequel, j'imagine, ils ont payé des centaines de milliers de dollars. Ce n'est pas des millions. Je pense que c'est 15 millions. Ben oui, c'est ça. Ah, pour vrai? Wow. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je dis là? Centaines de milliers. Comme si on était en 1989. Aïe. Voyons. Avec ton Jumbotron en noir et blanc. Oui, c'est ça. Mais si les chronos pour les pénalités ne marchent pas, c'est pas grave. En autant que la Kiss Cam fonctionne, Martin. Et ça, et toutes les autres bébelles. C'est ça l'important. Je trouve que la promotion de la Kiss Cam, c'est un bel exemple de conditionnement de l'être humain. Parce que tu as la promotion de la Kiss Cam qui arrive une fois durant le match, mais là, tu as souvent des gens qui, quand ils s'aperçoivent à la caméra, à l'écran, durant le match, ils se précipitent pour embrasser leur conjoint. J'avais peut-être pas envie. Ou leur compagnie. C'est pas très de notre époque. J'y pense, là. La Kiss Cam. Enfin, on lance ça comme ça. OK. Puis sinon, il n'y a pas de changement là, dans le buffet au Jacques Beauchamp. Rassurez-moi, les sandwichs à la crème glacée. Non, ça, c'est à Toronto. Il n'y a pas de sandwich à la crème glacée à Montréal. Okay. Très bien. OK. Alors, aujourd'hui, le Canadien trucide les Flyers. C'est peut-être la seule fois que j'en profite. Là, c'est en majuscule. Oui, c'est une trucide. En lettre majuscule, oui. Hommage à Trevor Timmins. Et les Bruins auront-ils un gardien? C'est tellement hockey, épisode 339. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Allô. Hey, pour ceux qui se demandent où est Gascon, pas de panique. Gascon est sur un projet. Il devrait être de retour pour le début de l'année. Arrêtez de paniquer. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je trouve qu'il a joué un bon match. Il n'a pas joué beaucoup de hockey pour une longue durée. C'est de se remettre dans le beat, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de touches dans l'espace. Puis quand tu as beaucoup de touches, habituellement, c'est parce que tu vas aux bonnes places. Puis il y a des fois, il n'y avait rien. Il a envoyé des pucks profondes. Fait que j'ai aimé ces décisions qu'il a prises sur la glace. Moi, je lève mon chapeau à notre scouting staff. Je connaissais pas Kapanen, puis je lève mon chapeau parce que pas juste lui, là, tu remarques, là, on a beaucoup de bons jeunes joueurs, puis ils sont pas mal tous démarqués à soir. Martin Saint-Louis sur la filière finlandaise. La première réponse était à propos de Patrick Laine, la seconde à propos de Oliver Kapanen. C'est pas mal les deux trames narratives importantes depuis ce premier match préparatoire. On va se débarrasser de Laine. Débarrassons-nous de Laine. Viens d'arriver. Voyons, tu veux déjà t'en débarrasser? Viens d'arriver. Puis on parle pas de Lane Hudson aujourd'hui. Ah non? Non, c'est pas vrai. On pourrait, On va en parler tantôt. Ouais. C'est difficile de ne pas en parler. Mais oui, Laine, écoute,
j'ai belle entrée en matière. Jusqu'à maintenant, je trouve que ce qu'on a vu de lui, il a été meilleur lors du premier match préparatoire qu'il ne l'avait été soit dans les matchs intra-équipe ou plus vigoureux qu'à l'entraînement également. T'sais, chaque journée qui passe, le pari que fait Martin Saint-Louis, c'est de dire, autant pour Kirby Dach que pour Patrik Laine, chaque journée qui va passer va les aider à prendre plus de répétitions puis à retrouver la forme. Évidemment, ils n'ont pas joué ni un ni l'autre en 2024. Ça remonte dans les deux cas. Là, c'est ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais. Et puis, mais écoute, dans le cas de Laine, je pense pas que ça a été non plus... Ça n'a pas été une soirée extraordinaire. C'est le seul trio qui n'a pas généré un but. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Martin en termes de... Quand il parle de touche de rondelle, on a senti que c'est un gars qui n'est pas seulement qu'un tireur. Il y a je pense qu'il y a des qualités de passeur qui sont sous-estimées. Et d'excellentes mains. Quand il se déplace, des fois, j'ai l'impression de revoir Alex Kovalev. Ah oui? Ben oui, au niveau de l'élan, des moments où il choisit de peser sur l'accélérateur, puis les moments où il se laisse glisser, je trouve qu'il y a une parenté. Là. Mais fait que ça m'amuse. Mais c'est peut-être les cris de la foule aussi qui t'ont fait penser à... les cris de la foule, c'est intéressant parce que ça montre un peu... D'abord, les gens sont contents d'avoir un gros nom, d'avoir une vedette potentielle qui s'ajoute à l'équipe. Puis d'avoir entendu la foule du Centre Bell crier son nom au moment où il a pris la rondelle. Il a traversé pratiquement toute la patinoire, mais disons de la ligne bleue du Canadien, il s'est rendu jusqu'au filet adverse. Ça a été comme une espèce de montée en décibels. Puis évidemment, tout le monde... Il n'y a personne qui a raté ce moment-là. Évidemment, Patrik Laine aurait préféré convertir ça en un jeu plus payant. Mais je pense que la réaction de la foule montre à quel point ils sont contents de le voir, puis ils attendent de grandes choses de sa part. Je pense qu'il y a des promesses, mais il y a des attentes derrière cet appui-là. OK. Ben oui. Mais enfin, je ne sais pas s'il y aura de la patience aussi. Moi, j'ai trouvé bien dans les autres affaires. J'ai trouvé qu'il était bon en récupération de rondelles. J'ai même entendu des analystes dire « Ah, il est capable de jouer défensivement! » Non, il était combatif. Moi, j'ai aimé sa combativité hier, puis on s'entend, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, donc ça ne sera pas parfait tout de suite, mais les intentions étaient bonnes. Protection de rondelles, échec avant, il était incisif, et j'ai aimé, il y a eu des flashs de chimie avec Kirby Dach aussi, à tel point, ils ont eu 5 chances de marquer de qualité quand même dans le match sur les 18 du Canadien. Puis Alex Newhook a été complètement invisible dans ce match-là parce que c'était la paire. On aurait dit que la paire jouait ensemble puis que Newhook était plus discret. Et Lane Hutson semblait avoir fait une cible de prédilection de Laine. Il l'a trouvé à quelques reprises avec des passes intéressantes durant le match. Fait que c'est à construire. C'est 2 gars qui vont, je pense, former l'assise de ce trio-là, qui n'ont pas joué depuis longtemps, qui sont 2 attaquants de 6 pieds 4 avec des habiletés offensives. Ça va donner quelque chose d'intéressant, mais il est très tôt encore. Là. Et les gros bonhommes aussi, souvent, ça prend un petit peu plus de temps au début de la saison avant de décoller. Parlons de Kirby Dach, parce que... Peux-tu répéter ça? Non, mais c'est ça, je suis impressionné, c'est deux monstres. L'an passé, on a dit « Wow, c'est lui qui a été le meilleur joueur au camp. » Kirby Dach. Et aussi, il revenait de... ça avait été moins pire, là, mais n'avait pas joué beaucoup non plus la saison précédente. Là, donc, il y avait eu une belle fin de saison. Mais c'est ça, la différence est là. Hein. Parce que de mémoire, c'est ça, je me souviens pas bien, mais ça avait été un bon camp du début à la fin pour Dach. Oui, absolument. Alors que là, il va y avoir une notion de reprendre un peu le rythme. Mais quand tu as raté autant d'actions, c'est beaucoup plus difficile d'arriver quand tu débarques au match, mettons, 20, puis tu as raté les 6 derniers mois, que là, le camp d'entraînement offre vraiment une bonne rampe de lancement. C'est intéressant parce que Martin Saint-Louis disait, écoute, oui, ils ont raté beaucoup d'actions, mais je suis pas trop inquiet par rapport au premier match. On ne sentira pas nécessairement énormément de rouille au premier match parce qu'ils auront quand même eu tout le camp d'entraînement pour se remettre dedans. Ça sert à ça, d'une certaine manière. Alors, cette chimie-là qui se développe entre les deux, je trouve que c'est assez prometteur. Je suis d'accord avec Martin à l'effet que Newhook a été complètement éclipsé par les 2 autres hier. Il est tout petit. Écoute, dans les journées précédentes, à Brossard, il ressortait davantage.
Mais c'est à se demander si à la longue, tu sais, Doc est capable d'avoir vraiment des bonnes pointes de vitesse, mais c'est aussi un gars qui est capable de moduler sa vitesse puis de jouer plus lentement quand la situation l'exige. Si la cadence de jeu de Doc et Laine ensemble est un peu plus lente, plus méthodique... Et plus synchronisée, peut-être. Aussi, quelle est la place pour un gars qui, lui, se définit par une vitesse explosive? T'sais, s'il n'est pas systématiquement celui qui va chercher, qui est en fond de zone, si on ne fonctionne pas placement de rondelle en fond de territoire, puis vas-y, mon Alex, va la chercher. Si c'est pas ça le jeu, j'ai hâte de voir comment la chimie va se développer entre Newhook pour qu'il exploite pleinement sa vitesse, puis deux gars qui vont peut-être jouer à une vitesse différente. Mais c'est intéressant. Ça va être. Mais écoute, le talent et les atouts de ces trois gars-là sont quand même m'apparaissent complémentaires. Ouais. Reste à voir si ça va être vraiment de la meilleure manière dont on peut s'utiliser Newhook. On va les voir plus souvent qu'autrement. J'imagine, il y a 6 matchs préparatoires. Là, on a 2 en 2. Peut-être qu'ils ne seront pas là. Au moment où on enregistre, probablement que les formations de ce soir vont sortir là, quand on aura fini d'enregistrer. Ouais, là, mais ils ne joueront pas. Ils joueront pas ce soir, mais on devrait quand même les voir plus tous les deux matchs. Ouais, c'est ça. Ouais, si on veut justement construire là-dessus. Ouais. Bon, parlons de l'autre Finlandais. On en avait parlé, on en a déjà parlé un peu, je pense. C'est ça, il est sur... c'est pas nouveau. Là. Hier, il a peut-être été le meilleur attaquant de l'équipe. Oliver Kapanen pour... je parlais pas de Joel Armia. Hein? Ah, OK. Ouais. Il était pas là. Non? Il était pas non. là. Non, mais des fois, il est là, puis il va être là ce soir. Oublie. C'est ça. Là, d'abord, d'appréciation de son match, pensez-vous que c'est juste un bon début ou qu'effectivement, là, on commence à avoir un joueur qui peut sérieusement là, brouiller les cartes? Ben, c'est un joueur qui commence à accumuler les cartes chouchou. Lors des matchs intra-équipe, il a bien fait. Tout le monde disait, bon, c'est une première impression, mais c'est un match intra-équipe. Premier match préparatoire... c'est son trio qui a généré le plus d'attaques dans le match. Et il ne jouait pas avec 2 super vedettes de la Ligue nationale. Il jouait avec Alex Barré-Boulet, qui est un gars avec un bon sens offensif, mais ce n'est pas un régulier de la Ligue nationale. Et Emil Henneman, qui n'est pas reconnu comme étant une dynamo offensive non plus. Ils ont eu 6 chances de marquer, le tiers des chances de marquer du Canadien, avec un temps de jeu assez modeste. Ils ont eu 12-13 minutes chacun dans le match. Et... il semble pas, il n'a pas l'air d'un chevreuil sur l'autoroute Kapanen, un gars qui arrive d'Europe qui dit mon Dieu, l'espace est restreint, j'ai moins de temps de réaction et tout ça. À l'aise avec la rondelle, distribue bien la rondelle, intelligent. J'ai beaucoup aimé sa prestance pour un gars de 21 ans. Et là, tu regardes ça aller. C'est un gars de 6 pieds 2, presque 200 livres. Il a le format. Il coche beaucoup de cases de ce que tu vas avoir d'un jeune joueur de centre. Puis tu regardes dans l'alignement du Canadien. Jake Evans, j'adore Jake Evans. C'est un gars qui a été repêché par l'organisation assez tard. Qui est un travailleur acharné, qui est devenu bon, qui est devenu fiable défensivement et tout ça, mais il ne génère pas beaucoup d'attaques. Tu regardes Dvorak, dont le contrat va venir à échéance bientôt aussi. Tu te dis, bon, ben là, il commence à... Tu vas pouvoir générer de la profondeur au centre. Si ça continue comme ça, on s'entend, il y a juste un match préparatoire de jouer, mais ce qu'on voit... jusqu'à présent, c'est vraiment impressionnant et il force. Martin Saint-Louis s'est étiré le cou hier pour dire, en parlant de Kapanen, je rends hommage au recruteur du Canadien. Je ne connaissais pas ce gars-là. Et je ne connaissais pas ce gars-là. Sous-entendait, là, je le connais. Puis commence à m'intéresser beaucoup. Voilà. Oui, moi, je trouve qu'il laisse une belle carte de visite parce qu'il est efficace dans tellement de départements. Hier, il est le seul joueur de centre du Canadien qui a gardé la tête hors de l'eau au point de vue des mises en jeu. Il a joué sur les 2 unités spéciales, particulièrement en infériorité numérique. Et ça, l'infériorité numérique, je trouve que c'est un truc qu'il faut vraiment surveiller de près. Parce que là, quand on regarde le groupe d'attaquants qui sont les principaux éléments de cette unité-là, Joel Armia est en dernière année de contrat. Jake Evans est en dernière année de contrat.
Christian Dvorak, quand il est en santé, il joue en infériorité. Dernière année de contrat. Fait que c'est correct pour cette année. Tu peux dire, on va continuer avec ces gars-là, puis ils nous donnent des bons services, puis c'est vers eux qu'on se tourne. Mais dans un esprit de continuité. Si tu dis, on bâtit quelque chose qui ne va pas être à recommencer l'année prochaine, puis on veut qu'il y ait d'une année à l'autre une continuité, il faut se préoccuper de créer de la relève en infériorité numérique, là, puis d'avoir des gars, tu dis, OK, mais peut-être que l'année prochaine, ils ne seront pas tous là. Est-ce qu'on a les effectifs nécessaires pour pouvoir se créer des unités qui vont être cohérentes, puis qui vont pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, puis qui vont être efficaces, sans qu'on ait nécessairement tout le temps à se retourner vers Nick Suzuki, puis qui joue des minutes de 30 plus. minutes par match. Dans une équipe où les attentes vont être plus élevées encore la saison prochaine. Exact. Fait que il va falloir que ça se termine. Les 24, 25e, 26e positions ont des avantages numériques. Fait que là, dans ce contexte-là, hier soir, on a vu Josh Anderson jouer en infériorité numérique, ce genre de choses-là. J'aime ça, parce c'est bon qu'on trouve un rôle à Anderson. Ouais. Honnêtement, je pense que je le préférerais en infériorité numérique que sur l'attaque à 5. Mais je trouve que Kapanen, c'est un élément de plus où tu te dis, s'il parvenait à brouiller les cartes et à se trouver une place dans cette équipe-là, il pourrait certainement aider. C'est parce qu'il est en plein dans la tranche d'âge recherchée en plus. Tu dresses le portrait idéal d'un espoir du Canadien qui n'était pas... sous les réflecteurs, qui peut venir ajouter à ce que le Canadien est en train de construire, puis qui montre qu'il pourrait peut-être contribuer. À date, ça va très, très bien son camp d'entraînement. C'est parce qu'à la lumière de ça, là, justement, c'est le début, là, on va pas capoter, mais à la lumière de ce qu'on a vu de lui jusqu'à maintenant, ça se pourrait qu'à la fin du camp, il soit en avant de Dvorak et Evans. Non, ça se pourrait. Pense pas, moi. En termes de la qualité des camps qu'ils ont eus? Oui. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Mais sauf que je pense pas qu'il va voler la job à Dvorak. Je pense pas qu'il va voler la job à Evans. Moi, je dis pas qu'il devrait. Non plus. Je dis juste que ça se pourrait qu'après ces 2 semaines-là d'évaluation, quand tu les places en ordre, lequel a été le meilleur, c'est tout ce que je dis, c'est que ça se peut qu'il soit devant. Puis là, je trouve ça bien embêtant parce que cette idée-là de si c'est pas la Ligue nationale, c'est la Suède, ça, c'est un problème. Moi, je trouve que c'est un problème. Parce que ce serait parfait de dire, hey, Oliver, reste pas loin, là. Reste pas loin. C'est une entente qui a été signée entre la Fédération de Suède et la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est pas le souhait de Kapanen, nécessairement. Quand il y a des gars qui ont des contrats dans la Ligue de Suède, les Suédois ont dit, nous, on veut continuer à développer nos talents. Ouais. Quand des joueurs arrivent de notre circuit, puis qui arrivent dans la Ligue nationale, ils sont pas moins bien développés que dans la Ligue américaine. Et ils ont conclu une entente avec la Ligue suédoise. Et quand les gars sont retranchés, ils reviennent jouer, s'ils ont un contrat en Suède, ils reviennent jouer en première division suédoise. En fait, la clause, c'est qu'ils peuvent retourner. Ça, c'est vrai, pas seulement en Suède, mais je pense également en Finlande. Mais tu peux retourner en Europe la première année suivant la signature de ton contrat professionnel, mais pas la deuxième. Donc, un gars comme Mathias Norlinder, par exemple, il y a 2 ans, était retourné en Suède, mais l'année dernière, était resté. Ouais. C'est-à-dire que si... Qu'est-ce qui est arrivé avec Norlinder? Là, on n'en entend plus parler. C'est ça. Là, il est retourné en Suède, puis je pense qu'il va... Non, mais je dis ça parce que, tu sais, il y a une fenêtre d'opportunité, là. Elle est là. Moi, j'ai entendu ça aussi. Ah, c'est une belle carte de visite pour l'an prochain, une belle carte de visite pour l'an prochain, là, c'est tout à refaire, puis on ne sait pas où est-ce qu'on va en être, là. Puis, je vais faire un parallèle, puis vous allez peut-être trouver là, que je suis un peu élevé en ce début de saison. Mais, tu sais, je pense à Raphaël Harvey-Pinard, qui, là, ne peut pas se faire justice parce qu'il est absent. Je veux pas être plate, là, mais c'est ça. Il y a des fenêtres d'opportunité, puis ça passe vite. Puis moi, Raphaël Harvey-Pinard, vous l'avez rencontré, je l'ai rencontré, c'est le meilleur gars de la Terre, puis je souhaite que le meilleur, là. Mais ça se peut qu'on le revoie pas. C'est plate, là, mais ça se peut qu'on le revoie pas. C'est drôle que tu mentionnes ça. J'avais cette réflexion-là tôt ce matin, à l'aube, en préparant mes notes. Il commence à y avoir pas mal de... 3h30 du matin. C'est le genre de pensée qu'on nourrit quand le soleil se lève. Il commence à y avoir beaucoup de jeunes qui arrivent et beaucoup de profondeur. Puis, c'est ça, pour en revenir à Kapanen par rapport à Dvorak, moi, je suis depuis le jour 1, Dvorak, je suis très ambivalent par rapport à ce gars-là parce que c'est rare que tu sors du Centre Bell ou que tu finis de regarder un match canadien et tu dis... Wow! Non! Peu importe la chute de cette phrase-là, Martin, mais que tu te dis, wow, dans le sens où lui, il a contribué, il a créé quelque chose dans ce match-là. Tu sais,
c'est un gars, on dirait qu'il se fond dans le décor. Ouais. Il fait son petit travail et tout ça. Et tu regardes ses statistiques depuis qu'il est là. Il est arrivé comme étant supposément... Souvenez-vous, il est arrivé parce que Philippe Danault était parti. Le centre complet qui allait être fiable et tout ça. Mais ça s'est pas matérialisé, la fiabilité défensive en attaque. Et tu n'as pas l'impression qu'il te donne un boni. Là. Il est là. Il te fait pas trop. Il te fait pas mal, mais il te fait pas de bien non plus. Alors, si un gars comme Kapanen, je comprends qu'il y a un contrat de Dvorak et tout ça, mais à un moment donné... Qu'est-ce que tu veux? Ben c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Puis Jake Evans... même chose écoute, un peu, là. C'est le genre de joueur rêvé. Tu veux avoir des gars comme ça dans ton équipe. Il était capitaine à l'université. Il est engagé et tout ça, mais il manque une petite fibre offensive. Mais il est dans la bonne tranche d'âge comparé dans une meilleure tranche d'âge comparé à Dvorak. Il y a combien Evans de 26? Il est un peu plus vieux, je dirais, que Suzuki, mais à peine. Peut-être même le même âge. Il a 27. Ouais. 27, OK. Ben, il est pas loin de Dvorak d'abord. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'intouchable sur 28. Il n'y a pas d'intouchable sur les trios 3 et 4. OK. Ouais, mais la raison pour laquelle je m'objectais, puis j'ai le goût, je préfère imaginer le Canadien avec Oliver Kapanen qu'avec Christian Dvorak. OK? Sauf que, en même temps, c'est que pour faire une place à Kapanen, une des façons de faire une place, ce serait de dire, ben on a des gars qui sont en dernière année de contrat, on va les échanger. Mettons qu'ils échangent Dvorak. Mais faire une place à un jeune sans qu'il ait fait de la preuve qu'il est prêt, c'est pas dans les méthodes de la maison. Alors là, s'ils échangent Dvorak, exemple, là, je fais pour dire, ben là, on a Kapanen, let's go. Puis après 15 matchs, ils réalisent que finalement, le niveau du camp d'entraînement puis le niveau du mois de novembre dans la Ligue nationale, c'est deux affaires différentes. Tu peux pas revenir en arrière puis dire, on va reprendre Dvorak pour le reste de l'année. Fait que je pense qu'à tout prendre, s'ils ne sont pas absolument certains, ils vont se dire, il va retourner, il y a 21 ans, il va retourner en Suède, dans une des meilleures ligues au monde, il va jouer un rôle prédominant, puis il va continuer de se développer, puis on sait très bien que l'année suivante, quand il va arriver au camp d'entraînement, on va avoir une place pour lui parce qu'il va être prêt. Ça se peut que même à ça, Kapanen se taille un poste d'une façon différente. Il pourrait très bien... Le Canadien pourrait dire, savez-vous quoi, finalement, Michael Pezzetta, c'est terminé, puis on va trouver une place. On va lui donner le poste de 13e attaquant, puis le jour où il va y avoir un blessé, il va entrer, il va se faufiler, on va peut-être l'utiliser à l'aile. On va peut-être utiliser Dvorak à l'aile. Originalement, Dvorak, c'est un ailier gauche. On n'a pas vu ça même... J'ai lu ça, qu'il avait joué à l'aile dans le camp, là, je ne sais pas, peut-être dans récemment, là, dans un entraînement ou je ne sais trop. Ça se peut. Mais je n'étais pas là cette journée-là si ça a été le cas. Mais ça se pourrait. Mais tu sais, les choses, au jour le jour, les choses peuvent changer. Il y a des gars qui se blessent, puis finalement, il y a des opportunités. Ouais. Je pense qu'à l'heure actuelle, Kapanen doit juste espérer dire, je peux-tu trouver une façon d'être dans les 13 qui vont être là? Sauf que ça m'apparaît très peu probable que le Canadien dise on va échanger Evans ou on va échanger Dvorak pour faire une place maintenant à Kapanen. Et c'est vrai que ça mettrait une pression ou enfin un fardeau peut-être précoce sur les épaules d'un jeune joueur. Ouais, et dans le cas de Kapanen, c'est ça, c'est que la réalité du plafond salarial fait en sorte que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Tu sais, si on retourne 30 ans en arrière, arrivait un Shell Dallin de Suède au camp du Canadien. Il faisait le travail. C'était parfait, mon homme, tu as une place dans l'alignement, puis on ne se posait pas de questions. Dans le cas de Kapanen, il va falloir prendre une décision avant le début de la saison, mais c'est aussi plus difficile à cause du plafond salarial de déplacer de l'argent. Cela dit, un élément dans le jeu de Dvorak qui est constant, année après année, c'est ses absences. Donc, peut-être que ça va se régler. De la régularité à ce niveau-là. Oui, ça a vraiment... Ça lui a nuit. Depuis qu'il est arrivé à Montréal, c'est assez ridicule. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Kapanen hier. C'est ça. Acharnement. En échec avant, il avait l'air de Artturi Lekonen. Ouais, je trouvais ça important, parce que je l'ai lu dans ton texte, mais je trouvais ça important que ce soit mentionné. Puis, parce que d'abord, Artturi, c'était mon préféré. C'était ton nom, ouais. Mais oui, il y a peut-être... Ouais, c'est ça, j'y avais pas pensé, mais effectivement. Ouais. Et puis, je trouve qu'offensivement aussi, très, très créatif, très patient. Martin mentionnait l'ajustement, justement, avec
l'espace restreint, c'est étonnant. Il y a des des Européens qui arrivent qui ont l'habitude d'avoir énormément de temps sur les patinoires européennes pour faire leur lecture, ne pas avoir nécessairement... puis là, je parle pas de s'ouvrir Guerre épais puis s'installer dans un coin de la patinoire puis lire un chapitre. As-tu lu qui a lu Guerre épais? Personne, mais tout le monde le sait. Ouais, c'est ça lui. qu'il fait en ce moment. Je pense que Gascon le relit tous les mois. D'ailleurs, avant chaque début de saison, c'est son rituel. Il va finir de le relire, là, puis il va venir nous rejoindre bientôt. Excuse-moi. Alors, mais c'est ça. Donc, les Européens, souvent, ceux qui sont habitués aux grandes patinoires peuvent trouver que ça va vite parce que l'espace se referme rapidement sur toi. Les gars sont immédiatement sur le porteur de la rondelle. Puis malgré ça, c'était frappant de voir à quel point lui, il disait non, je vais protéger ma rondelle, je vais regarder quelles sont mes options, puis je la passerai quand je vais être en mesure de faire le meilleur jeu. Et je trouve que ça montre beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance dans son jeu, une belle maturité aussi. Fait que ça, c'est un autre collant dans son cahier, ça. Cela dit, puis on épiloguera là-dessus parce qu'on va parler de la défense dans quelques minutes, mais c'était pas une grosse opposition là, non plus. La formation que les Flyers ont mis sur la glace. Hier, après le match, j'ai discuté un peu avec Daniel Brière, puis il m'a confié, sourire en coin, qu'il n'avait pas gâté beaucoup Yann Laperrière avec la brigade de défenseurs qui était à Montréal hier. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Je veux juste clore le sujet Kapanen avec, c'est ça, on a une communauté d'esprit, Martin, parce que moi aussi, on a eu le même flash, probablement quand Martin Saint-Louis a félicité les recruteurs qui avaient mis le grappin sur Kapanen. Ouais. J'ai pensé à ce bon vieux Trevor Timmins qu'on a sorti de Montréal comme un pas bon. Alors avec du goudron et des plumes. Avec du goudron et des plumes. Alors, moi, j'ai eu ce flash-là, mais toi, tu es en bon étudiant modèle. Tu t'es assis puis tu as fait une liste des joueurs qui sont dans cette équipe-là qui réhabilitent un peu ce passage à vide que le Timmins avait eu à un moment donné. Et ça m'a fait penser, ça fait plusieurs années que je fais ça, à chaque début de camp d'entraînement, ou juste avant que le camp d'entraînement se mette en branle, je fais un classement du rendement des équipes de recruteurs dans la Ligue nationale, pour voir quelles équipes ont le plus d'espoir qui jouent des matchs. Et j'ai démarré ce classement-là à cause de la sous-performance chronique du Canadien depuis le milieu des années 2000. Et là, de voir Martin Saint-Louis lancer des fleurs comme ça à l'équipe de recrutement du Canadien en parlant de Kapanen, ça m'a fait penser, je me semble avoir abordé cette question-là avec Kent Hughes l'année dernière, mais la plupart des jeunes qui sont en train de remonter l'organisation, de la rediriger vers le haut, ont été sélectionnés dans le dernier segment de l'administration de Trevor Timmins. Et ça a coïncidé avec 2018, quand le Canadien s'est mis à empiler des choix de repêchage pour donner plus de tours au bâton à leurs recruteurs. Là. Si tu prends plus d'élan, tu vas frapper plus de coups sûrs. Et donc, ça a donné 2018 Romanov, qui a servi dans la transaction pour aller chercher Kirby Dach, et Jordan Harris, qui est un défenseur de la Ligue nationale. Il y a eu une époque où le Canadien n'était même pas capable de produire des joueurs de quatrième trio au repêchage. Il y a eu Kotkaniemi, troisième au total, qui était une erreur, je pense, mais quand même. Après ça, en 2019, ça a donné Cole Caulfield, 15e au total au premier tour. Fait que c'était pas un des 3 premiers choix qui était évident pour tout le monde. Strobel a été sélectionné au 2e tour. Était Harvey Pinard, 7e tour, quand même, qui a joué dans la Ligue nationale et jusqu'à présent est un joueur de la Ligue nationale. En 2020, Goulet, qui va être qui est considéré la haute direction, en haute considération, qui est considéré comme une pierre d'assise, qui vient de signer un contrat à long terme. Tu as Dobèche au 5e tour. Je pense qu'il va être un gardien de la Ligue nationale aussi. On est en train de le préparer. 51 matchs dans la Ligue américaine l'année passée. J'ai aimé ce que j'ai vu de lui hier. Puis en 2021, Logan Mailloux, Joshua Roy au 5e tour, Kapanen au 2e tour, puis William Trudeau, qui est un bon gars d'organisation à date, un gars qui performe bien avec le club école, qui aide à développer des jeunes et qui probablement à un moment donné va avoir son petit tour dans la Ligue nationale. Alors, ils ont été les derniers moments de l'ère Timmins, ils ont vraiment apporté beaucoup d'eau au moulin puis engagé. Ils ont fait démarrer quelque chose d'important là, parce que si la nouvelle administration était arrivée
en situation désertique, là, avec rien, un peu comme à Pittsburgh, c'est le cas en ce moment. Ben là, on parlerait pas de mix. On aurait Slavkovski, on aurait les gars du repêchage de 2022, puis il n'y aurait pas grand-chose d'autre. Alors, la reconstruction a commencé avant que l'équipe de reconstructeurs arrive. Mais c'est vrai qu'au repêchage, plus tu as de choix, plus tu as de chances de frapper fort. Je pense que ce qui a fait bien mal à la réputation ou au bilan de Trevor Timmons, c'est ses choix en première ronde, Galchenyuk et Kotkaniemi. La controverse entourant Logan Mailloux l'a placé de même que le reste de la direction de Marc Bergevin, un peu sur du temps emprunté. Ils ont perdu leur poste à cause de ça. Ouais. Mais c'est vrai que ces dernières années, le bilan est bien meilleur. Puis j'ajouterai à la QV de 2020 le nom de Luke Tuch, qu'on voit présentement au camp d'entraînement. C'est un gars qui n'est pas nécessairement assuré de jouer dans la Ligue nationale, mais qui, au moins, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un gars qui a un bon gabarit, un bon sens du hockey, qui arrive avec quand même une certaine dose de robustesse. Puis ce type de joueur-là, il manquait gravement à la pépinière du Canadien. Fait que c'est le fun d'avoir des petits joueurs habiles, etc. Puis tu te dis, c'est avec du talent que tu gagnes, mais tu as aussi besoin de papier sablé. Puis, tu sais, je nommais Michael Pezzetta tout à l'heure. Il y avait personne dans l'organisation pour le challenger dans son poste. Là, Pezzetta est là. On a vu au camp des recrues Tyler Thorpe, qui, lui, pourrait être ce type de gars-là également. J'aime Davidson aussi. Davidson, Davidson, c'est même pas un gars qui est parmi les 15 meilleurs espoirs de l'équipe. Et pourtant, j'ai pas du tout de misère à m'imaginer ce gars-là être appelé pour pouvoir jouer un rôle de spécialiste à un moment donné. Il y a peut-être pas... Il n'y a pas le physique de Tuch, là, mais ou encore Lucas Condotta, qui est un gars qui a été repêché. Je pense que c'est un gars qui a été signé comme agent libre dans les dernières années de Bergevin. C'en est un autre qui peut apporter aussi un peu de poids puis de papier sablé. Je trouve que ça t'en prend de ces gars-là parce que des fois, c'est le mélange des genres là, qui fait en sorte qu'une équipe de hockey a du succès. Lane Hutson, première étoile. Come on. Je vais à contre-courant. Il est pas prêt. Envoyez-le dans la Ligue américaine. Non, mais j'ai trouvé... Il est bon, là. Il est bon, mais première étoile, j'ai trouvé que c'était... C'était Oliver Kapanen, la première étoile. C'est que s'il était la première étoile hier, il va l'avoir souvent. Parce que ce style de jeu-là, il faut s'y habituer. Les passes époustouflantes, la capacité de battre un adversaire 1 contre 1. Ça, là, puis des fois, de préparer des jeux pour lesquels ses propres coéquipiers ne sont pas tout à fait prêts. Je pense que c'est le genre de choses auxquelles il faut s'habituer. Hier, après le match, Martin Saint-Louis a parlé de la constance de Hutson. C'est ce qui le frappe le plus. Puis Dieu sait qu'au hockey, on l'entend constamment, que c'est la chose la plus difficile à aller chercher. C'est ça, exact. C'est toujours la dernière affaire. Fait que pour un jeune qui débarque dans les rangs professionnels, puis qui a énormément de pression sur lui, tous les projecteurs sont braqués sur Hutson et lui se démarque par sa constance. Wow! Alors, c'est vrai, c'était peut-être pas le match signature où tu dis, là, c'est évident que ça va être lui la première étoile. Ça m'a fait sursauter un petit peu. Mais ce standard-là, même si son match n'a pas été parfait, puis des fois, on voit certaines lacunes, ce qu'il apporte de bon, pour l'instant, outrepasse de loin ce qu'il fait de moins bon. Je fanfaronne un peu parce que, oui, c'est comme tu dis, c'est ça, il est très bien, mais tu sais, je trouve il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excitation. Ouais. Mais excuse-moi, Martin, je voulais juste... ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un espoir débarquer chez le Canadien, porteur d'autant de promesses, je trouve. C'est un joueur unique, là, on s'entend. Il n'y a pas beaucoup de gars qui se présentent au combine de la Ligue nationale avec leur radiographie osseuse pour dire « je suis petit, mais je vais encore grandir, puis donnez-moi une chance » et qui sont atypiques comme ça.
les gens sont en train de l'adopter. Puis, on lui donne du temps de jeu. Là, hier, c'était le joueur le plus utilisé par Martin Saint-Louis, 21 minutes 19. Il termine à +2. Oui, il n'est pas parfait défensivement. Puis, il s'est fait battre à sa première présence dans le match. Si ma mémoire est bonne, il s'est fait battre par Anthony Richard. Ouais. Puis il a failli se faire battre sur une autre séquence aussi du genre. Par Ryan Poehling. Mais il apporte quelque chose que c'est un genre d'éclair qui est difficile à mettre en bouteille. Là. Mais on ne l'a pas vu non plus souffrir dans sa zone. Là. Il y a ces exemples-là que tu mentionnes, mais sinon, on peut. En même temps, on revient à ça. Là, les Flyers n'avaient pas une grosse équipe. Là, mais... C'était pas l'équipe numéro 1, mais on l'a vu jouer des matchs dans la Ligue nationale l'année passée, puis ça ressemblait à ça aussi. Alors, c'est un joueur exceptionnel. Il a créé 3 chances de marquer de qualité pour ses coéquipiers. Il en a obtenu une. Il a fait un jeu à un moment donné. Il a sauvé près de la ligne bleue une rondelle qui s'apprêtait à sortir du territoire en avantage numérique, du territoire offensif. Il a sauvé la sortie. Puis quelques secondes plus tard, le Canadien marquait un but. Fait qu'il fait des bonnes choses. Ça ne sera pas un joueur qui va... intimider les gars qui vont s'approcher du gardien, qui vont se poster près du gardien, puis qui va leur faire payer le prix physiquement. Mais la balance des inconvénients, je pense qu'il va la surmonter. Ouais. Alors, et ça aussi, je pense qu'on a parlé la semaine passée. Je pense que ce qu'il fait va susciter des questions difficiles à résoudre pour la direction, parce que je pense pas qu'on puisse, avec ce qu'il est capable de faire, qu'on puisse lui dire « Bon, mais tu vas juste jouer 28 secondes au sein du 2e avantage numérique par match, puis qu'on puisse continuer à faire jouer, par exemple, je sais pas, Mike Matheson 25 minutes par match, puis qu'on dise « Ben là, toi, tu vas jouer 17-18 minutes, mais presque pas l'avantage numérique, alors que c'est ça son ADN. » Fait que c'est un camp particulièrement intéressant pour ça, parce que le jeu de domino peut partir dans plusieurs directions. Tu sais pas le premier domino va tomber dans quelle direction, mais qu'est-ce que ça va donner par la suite. C'était pas innocent non plus qu'il se fasse jumeler à David Savard. David Savard qui était à ses côtés pour ses 2 premiers matchs en fin de saison dernière dans la Ligue nationale. Mais David Savard joue tellement de minutes, il est dans le volume, là. Alors, de lui mettre Hudson à côté, c'est comme si d'une certaine manière, c'est pas innocent, c'est qu'on dit à Hudson, il y a quelqu'un quelque part qui perçoit que ce gars-là est capable de prendre ce type de charge-là et d'être complété par un vétéran comme Savard. Alors, je trouve que la façon dont il est géré jusqu'à maintenant, depuis le début du camp d'entraînement, me donne à croire que le Canadien le voit dans sa soupe dès le début de la saison. C'est ça. C'est ce qu'on envisage. Ouais. Un deuxième duo, Hudson, Savard. Qui va avoir sa production... déjà un but hier, hein, Savard. Tout le monde prédit des points à Hudson. Prédisez 12 buts à David Savard. David Savard, je trouve tellement que l'organisation du Canadien est chanceuse d'avoir un vétéran comme ça dans une période de reconstruction ou de développement des jeunes comme ça. C'est un gars intelligent, c'est un gars posé, c'est un gars qui a beaucoup de métiers, c'est un gars qui, je trouve, qui apporte vraiment beaucoup. Et c'est ce gars-là qui est dithyrambique quand il parle de Hudson. Quand je parle de surexcitation, là, il y a ça aussi, moi, qui me frappe. Bon, Martin, tu dis souvent, quand on ne remarque pas un défenseur, généralement, c'est parce qu'il y a eu une bonne soirée. Moi, je n'ai remarqué aucun autre. Est-ce qu'ils ont tous eu une bonne soirée? C'est peut-être parce que tu mangeais des chips. Je t'occupais, c'est ça, avec les enfants. Et tout, ouais. Écoute, de façon générale, si on passe l'alignement rapidement, les défenseurs, Xhekaj a connu, je trouve, le genre de match qu'on veut voir d'Arber Xhekaj, distribuer beaucoup de bons coups d'épaule. Après le sifflet, à soi d'autorité. C'est ça. Ouais. Vous ne toucherez pas à notre gardien. Logan Mailloux, il a joué un match. C'est drôle, depuis le début du camp, je trouve qu'il est moins flamboyant un petit peu, il est moins le joueur autour duquel tourne l'action. C'est un gars qui,
à mon sens, il est supposé avoir beaucoup de touches dans le match. Il est calme avec la rondelle, il y a des habiletés offensives, mais il a été moins flamboyant, mais je l'ai trouvé quand même efficace, des bonnes mises en échec. Il a combattu près du gardien pour s'assurer que Caden Primo et Dobesch n'avaient pas de problème avec les gars qui étaient postés près d'eux. Il a été utilisé au sein de la première unité de désavantage numérique du côté gauche. Marc-Antoine disait qu'il fallait porter attention à l'unité de désavantage numérique. Il y avait quand même quelques choix hier. Ouais. Mais avec David Savard, il jouait en désavantage du côté gauche. Peut-être qu'on essaie de voir des choses dans son cas. Mais j'aime beaucoup Mailloux et je pense qu'il va devenir un défenseur. Ils sont rares, les défenseurs dans la Ligue nationale, qui sont capables d'exceller dans toutes les phases du jeu, qui peuvent jouer autant en avantage, en désavantage, être physique, capable de transporter la rondelle et tout ça. Et il y a vraiment beaucoup d'outils dans son répertoire. Alors, ça reste à voir, mais je pense qu'on n'a pas vu le meilleur de Mailloux à date. Mais à mes yeux, là, dans ce camp d'entraînement-là, autant Hudson que Mailloux, davantage que leur force devaient aussi montrer qu'ils étaient capables de se tirer d'affaire défensivement pour prouver qu'ils sont prêts aujourd'hui à la Ligue nationale. Puis ils s'y prennent de manière très différente. Je pense que Hudson, c'est vrai qu'il n'a pas été dans le trouble face aux Flyers. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est encore ça? Le nom du club école? À Lehigh Valley, oui. Ouais. Les Phantoms. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça, le club école des Flyers. Les Fantômes. Mais il n'a pas été dans le trouble, mais il redouble. Il fait valoir ses forces d'autant plus. Ouais. Tandis que j'ai trouvé que Mailloux avait l'air d'avoir pris la décision consciente de jouer un match plus sobre, puis de dire, vous voulez savoir que je suis capable d'être fiable défensivement, moi, vous le montrer, au lieu de faire des grands parages, puis de chercher le gros tir frappé sans arrêt, je vais vous montrer que je suis capable de jouer de façon responsable, de limiter mon nombre d'erreurs. Puis en ce sens-là, je pense qu'il a quand même assez bien fait. C'est pas... T'as pas nécessairement besoin de constamment frapper sur le clou de ce qui te fait toi un bon joueur si de temps à autre, tu dis que là, je vais me concentrer sur ce qui est considéré comme étant une de mes lacunes. Excusez-moi, j'ai le ventre qui gargouille. J'espère que c'est pas capté trop fort par les micros, Ça va. mais c'est assez intense. On va, quand l'enregistrement va être terminé, on va faire... Tu vois l'émotion que Mailloux suscite en lui. Ouais, c'est ça. Ça le remue. C'est ça. Ça me remue les intérieurs. À l'intérieur. Non, mais ça recoupe un peu ce à quoi je faisais référence. C'est ça. On l'a pas vu, on l'a moins vu, puis c'est peut-être positif. C'est pas une mauvaise chose. C'est parce qu'une fois de temps en temps, c'est pas une mauvaise affaire. Si il penchait vers l'autre extrême, puis il cessait d'être le joueur qu'il est fondamentalement, et pour reprendre le cliché qu'on entend très souvent, qui montre pourquoi il est là, ce serait peut-être inquiétant. Sauf que je pense qu'il y a un juste milieu à aller chercher. Ouais. Puis on verra dans les prochains matchs de la manière dont il va se comporter. Mais il prend... Chez le Canadien, on parle beaucoup de la maturité qu'il a pris dans de différentes façons comme être humain, comme leader. Mais sur la glace aussi, je pense que dans son jeu, il y a une maturité qui est rassurante. Oui, c'est ça. Et bienvenue. Absolument. Le timing est bon. Puis, oui. Mais il n'est pas loin. Loin. Exact. Bon, autre chose? Les deux Josh, les deux Joshes. Moi, je pense qu'il y a peut-être là quelque chose... D'abord, Joshua Roy, c'est comme le gars... Moi, à chaque année, c'est l'espoir québécois le plus... comment dire... dont on parle le moins. C'est le plus exaltant dont on parle le moins. C'est ahurissant le décalage qu'il y a entre les promesses de ce joueur-là et puis c'est bien, là, c'est ce que je répète à chaque fois, mais l'absolu manque de maladie mentale, comme on est capable d'en faire autour de lui. Encore hier, il a été très bon. Puis moi, c'est ça, je parle des deux Josh parce qu'il y a peut-être quelque chose... Il y a peut-être une complicité qui pourrait se dessiner là. Ouais, il est intelligent, Joshua Roy. Il voit ce qui se passe sur la patinoire. Il prend des bonnes décisions. Il distribue bien les rondelles. Le pass Eva qui a mené au but de Anderson. Le pass Eva au hockey, là, souvent, ça se fait en espace assez restreint. Là. Il y a un joueur qui patine à pleine vitesse, qui se sert d'un coéquipier pour lui donner la rondelle et qui franchit un adversaire ou une zone de circulation très rapidement là, à courte distance, puis qui reçoit la passe de l'autre côté puis qui continue son élan.
Mais hier, Anderson et Roy ont fait un passe et va sur la largeur de la patinoire. Anderson a fait une passe du flanc droit au flanc gauche à Roy et il s'est tout de suite mis à foncer comme un train vers le filet. Et Roy savait que c'est ça qui s'en venait. Il a redonné la rondelle, la passe qui arrivait près du demi-cercle du gardien, puis Anderson a marqué là-dessus. Alors, ça enlève un chat noir sur l'épaule d'Anderson. Ouais. Mais il y a une intelligence du jeu, Joshua Roy. Il fait pas mal à ton équipe. Il a une conscience défensive. C'est un joueur complet. Certaines habiletés offensives aussi. Et Anderson, j'ai aimé les intentions en général. Hier, il n'y a pas eu un match offensif à tout casser. Là, ce trio-là n'a pas eu un match offensif à tout casser. Mais ils ont fait des bonnes choses puis ils ont réussi à produire en bout de ligne. Non, mais j'ai pas senti qu'il y avait, outre ce but-là qui était franchement remarquable puis qui part, à mon sens, de la passe réussie de Anderson à Roy. Le jeu clé, il est là parce que c'est pas une passe que Anderson va nécessairement réussir à tous les coups. Mais s'il réussit la passe puis qu'il part full pin après ça pour se rendre pour être premier devant le filet, ce genre d'exécution-là, que ce soit Roy ou quelqu'un d'autre, Anderson se place dans des positions gagnantes en posant ces deux gestes-là avant de conclure. Mais outre le but, il ne m'a pas semblé que ce trio-là avait énormément de chimie, mais de façon individuelle, chacun a fait de bonnes actions. C'est vrai que Joshua Roy, on en parle très, très peu. Il ne faut pas oublier que ce gars-là en était l'année dernière à sa première saison dans les rangs professionnels. Puis déjà, aujourd'hui, on le tient un peu pour acquis. Ouais. Puis, oui, il va être là. Puis c'est un gars qui est, à mon sens, qui est fermement implanté dans le top 9, qui va pouvoir aller aider si jamais le besoin est sur le deuxième trio. C'est très intéressant, mais à mon sens, c'est Josh Anderson qui est le facteur X dans tout ça. Il a parlé au cours des derniers jours du travail qu'il avait fait durant l'été. Écoutez, c'est quand même notable, là. Josh Anderson, qui est un vétéran aguerri de la Ligue nationale, qui a connu toutes sortes de problèmes, qui avait toutes les raisons d'ignorer ou de mettre derrière lui la saison dernière, a passé pratiquement tout l'été à Brossard à travailler avec Adam Nicholas pour ajuster son jeu. Il a regardé les matchs, tous ses matchs, pour voir où est-ce que ça a bloqué. Ça, c'est du dévouement, ça. Oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, avant qu'il frappe vraiment le mur, ses premiers matchs de la saison dernière étaient bons, mais il ne trouvait pas le fond du filet. Puis à un moment donné, la confiance s'est étiolée. Puis il a cessé de bien jouer, puis il l'a pas plus trouvé, le filet. Mais je persiste à croire que ce gars-là, s'il était capable de retrouver l'essence du type, vraiment le type de joueur qu'il est fondamentalement, c'est un gars qui pourrait changer le visage du top 9 du Canadien parce que son alliage de puissance puis de vitesse est rare. Mais tu sais, l'année dernière, on tenait pour acquis que Yoel Armia, c'était terminé. Merci, bonsoir. Puis j'ai écrit son requiem le jour où il a été cédé à Laval. Mais il nous a surpris, puis il est revenu d'entre les morts. Ben, pourquoi pas Josh Anderson ne serait pas capable, lui non plus, de revenir d'outre-tombe. Ouais. Puis ce que tu dis là, qu'Anderson a fait, je pense que c'est aussi une tendance qui est devenue incontournable. Tu sais, avant, le cliché qu'on entend souvent, c'est avant, les gars arrivaient au camp d'entraînement avec une petite bédaine, puis tu sais, on s'entend, là, on parle d'il y a très longtemps, mais ce cliché-là colle. Mais là, les joueurs se contentent plus juste d'arriver en parfaite condition physique. Tu as les super vedettes de la Ligue nationale maintenant qui passent aussi leur été, même s'ils sont les joueurs dominants de la Ligue, à travailler avec des gars, des spécialistes du développement des habiletés comme Darryl Belfry à Toronto. Adam Nicholas, le Canadien, offre ça à ses joueurs maintenant. Puis quand tu y penses sérieusement, si tu es un joueur... les gars de la PGA qui dominent sur le circuit de la PGA passent leur temps à travailler avec des nouveaux entraîneurs, puis essayer d'améliorer, puis l'entraîneur spécialisé dans les coups roulés, puis toujours essayer d'aller chercher la petite marge qui les sépare. Et quand tu y penses, si tu es un joueur de la Ligue nationale, est-ce que c'est pendant le calendrier de 82 matchs à faire une séance ici et là, quand le temps le permet, l'horaire de l'équipe le permet, de faire ces séances-là avec le spécialiste d'habileté, qui est la meilleure période, ou de dire...
Ben là, j'ai tout le temps, puis là, je vais sortir de ma zone de confort vraiment, puis je vais développer, je vais ajouter à mon arsenal. Alors, bravo à Anderson, parce que moi, j'adore ce joueur-là, puis avec le coup de patin qu'il a, avec tous les avec le attributs. potentiel qu'il a, s'il travaille encore sur son jeu, ben ça va lui rapporter éventuellement. Sur ce qui se passe ou ne se passe pas à l'extérieur. Il me semble, la dernière fois que j'ai lu là-dessus, c'était il y a 2-3 semaines, Jeremy Swayman disait non, il n'y a pas d'inquiétude, là, ça va se régler. Je ne demande pas, là, je paraphrase, là, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il voulait être payé autant que Carey Price. Oui, il était question de 10 millions par année. Là. Il disait, il avait comme laissé entendre que c'était pas tant ça. Mais là, qu'est-ce que c'est, là? Parce que là, les camps sont commencés. Et vous le savez, les Bruins ont pris une décision. Ils en avaient 2 bons. Ils en ont laissé un aller. C'est juste que j'aurais peut-être signé celui que je garde avant, ou du moins, je sais pas, là. C'est étonnant qu'à ce stade-ci, ce soit pas réglé. Oui, c'est étonnant. Mais ça montre... L'année dernière, Swayman s'est retrouvé en arbitrage. Oui. Et il a été très transparent à l'effet que cette négociation-là avait laissé des traces, puis il était ressorti de là un peu bouleversé par le portrait que les Bruins avaient fait de lui. Puis finalement, ça avait... Tu sais, pas le prendre trop personnel, ça lui avait pris un bout de temps avant de mettre ça de côté. Mais là, ils sont de retour... ils sont de retour à la table de négociation. Puis là, il a le gros bout du bâton, justement, parce que Linus Ullmark a quitté Boston. Semble-t-il que l'écart est quand même assez gros. Là. Au début du mois de septembre, il était question, c'est les gars de Spittin' Chiclets qui avaient mentionné le fait qu'il y avait une offre de 4 ans pour 6,2 millions par année qui lui avait été soumise. Manifestement, il ne l'a pas accepté. Non, puis on peut le comprendre. Oui, je pense que... Ça m'apparaît en dessous de la valeur du marché. Oui, bien peut-être, écoute, à court terme, je dirais pas, mais dès que tu entres sur un contrat à moyen et long terme, il vaut plus que ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le directeur général, Don Sweeney, a évoqué aussi la date du 1er décembre, qui est comme la date butoir pour s'entendre avec un joueur pour qu'il puisse jouer. Rappelez-vous, là, dans le cas de William Nylander, il y a 2 ans, ça s'était joué sur le fil du rasoir, là, avant qu'il avait signé à la toute dernière minute pour pouvoir il a signé en jouer. Au mois de décembre? Oui. Oui, c'est ça, OK. Ouais. Juste avant la limite. Alors, tu sais, pour que le DG dise, nous autres, on est prêts à ce que ça dure. Ben, à quel point les Bruins sont-ils vraiment prêts? Parce que là... Moi, je pense à une bravade très mal placée. Parce que, tu sais, leur gardien substitut, Jonas Korpisalo, je pense que dans un rôle de second, c'est un excellent second, mais c'est un gars qui est juste pas capable d'avoir la régularité nécessaire pour être un gardien numéro 1. À sa manière, c'est un petit peu un Jake Allen. Fait que c'est une police d'assurance correcte, mais eux, si les Bruins se disaient on va remplacer Ullmark, puis on va maintenir un tandem efficace en ayant Swayman comme numéro 1, puis Korpisalo comme un très bon second, ils allaient être en business. Sauf que là, tu as perdu Ullmark. Et Swayman, si tu t'en prives, je m'excuse, mais les Bruins, ils ne m'apparaissent plus comme étant une puissance à la Ligue nationale. Il y a quelque chose qui décline au sein de cette organisation-là, puis ils ont besoin de Jeremy Swayman s'ils veulent rester dans le portrait. Là. C'est une thématique qui attire mon attention particulièrement, parce que je vais publier un livre dans 1 mois, et ce thème-là... est abordé dans le livre. C'est une lutte qui dure depuis longtemps dans la Ligue nationale de hockey. L'Association des joueurs considère depuis longtemps que les gardiens sont sous-payés par rapport à ce qu'ils apportent à une équipe. Et tu regardes, et Swayman a fait référence à ça il y a quelques semaines dans une entrevue. Il a dit, tu sais, je comprends, j'ai été en arbitrage l'année passée, je comprends l'aspect business de ces décisions-là maintenant, et je comprends que je ne signerai pas un contrat
qui va faire en sorte que ça va abaisser les conditions de travail des gardiens qui vont me suivre. Et moi, je lisais à travers, en dessous des lignes, comme disait Claude Ruel, je me disais, OK, là, il y a une préoccupation plus grande que le contrat individuel du joueur là-dedans. Et tu regardes dans les faits, les gardiens les mieux payés de la Ligue nationale, tu as Bobrovsky qui gagne 10 millions, tu as Vasilevski 9,5, Connor Hellebuyck est à 8,5. Et là, on parle des 3 plus hauts salariés à la position clé au hockey. Et Bobrovsky est 14e salarié dans la Ligue nationale, Vasilevski 19e, Hellebuyck est 44e. Et si tu descends un peu, là, le 6e gardien le mieux payé de la Ligue, John Gibson, qui gagne 6,4 millions, il apparaît au 123e rang dans la Ligue nationale. Et ça ne reflète pas l'importance. Peut-être pas de Gibson, mais ça ne reflète pas l'importance du 6e meilleur gardien. Ben, c'est ça. Tout le monde dit, le vieux dicton, montrez-moi un bon gardien, je vous montre un excellent entraîneur. C'est pas normal que le gars qui est le 6e plus haut salarié à la position clé dans le monde du hockey soit au 123e rang. Puis il y a des gens qui disent mais maintenant, les gardiens, c'est plus vraiment important. Techniquement, ils sont tellement avancés qu'ils ont à peu près tous le même rendement. Je m'excuse, mais regardez qui sont les gardiens qui ont gagné la Coupe Stanley au fil des ans. Là, il y a juste l'Avalanche du Colorado, là, c'est le contre-exemple. Oui, mais c'est ça. Ça prend quelqu'un de performant devant le filet. Alors, je pense qu'il y a une lutte qui est plus grande que juste le cas juste son portefeuille. De Jérémy Souleman. Et je trouve ça très, très intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Et je trouvais ça de très mauvais goût quand le directeur général des Bruins a dit on est confiant de régler ça avant le 1er décembre en laissant sous-entendre que si c'est ça que ça prend. On peut se passer de toi pendant quelques mois, mon vieux, puis il n'y aura pas de problème. Alors, ils seront pas dans le trèfle jusqu'aux genoux si Swayman n'est pas là. Et de deux choses l'une, pensez-vous que on verra Swayman ne sera pas signé quand la saison va commencer? Est-ce que c'est ça que ça laisse... moi, je ne serais pas surpris qu'il soit... Que ce soit réglé. Que ça se règle. Ils n'ont pas les moyens de ne pas régler ça, là, je veux dire. Ben, c'est parce que tu roules les dés aussi. Parce que ce gars-là doit avoir un camp d'entraînement. Puis on a beau dire les gars arrivent en forme, mais il faut que lui, son synchronisme, il le retrouve. Puis en ce moment, s'il n'est pas dans les alentours de l'équipe, il sera pas. La ligne est mince là, entre un gardien de but qui est hyper performant puis qui est juste correct. Ouais. De la même manière qu'entre un joueur vedette de la Ligue nationale et un gars qui est borderline, des fois, si tu rates le camp d'entraînement comme dans une position aussi importante que celle de gardien de but, est-ce que ça peut affecter ton rendement? Puis je pense que c'est les Bruins qui en feraient les frais. Là. Parce que, je rejoins tout à fait Martin sur son propos par rapport à la distorsion entre l'importance qu'on leur accorde puis l'argent qu'on leur verse. Mais les gardiens de but, c'est comme la santé. C'est quand tu l'as pas que tu réalises que c'est important. C'est très bon. C'est très bon, ça. Et la direction des Bruins, là, si la saison commence, puis les gars qui sont là pour boucher le trou ne sont pas capables d'arrêter un ballon de plage, ton rapport de force, ça me nuise grandement. Là. Oui, c'est vrai. T'es peut-être mieux de... Puis là, tu es obligé de régler vite. Ton gars arrive, il n'est pas prêt. Fait que ça peut avoir un effet d'entraînement. Et c'est pas comme si le succès des Bruins n'était pas... je veux dire, la qualité des gardiens de but, c'est une partie importante là, de cette équipe-là. C'est une équipe défensive. Là. Alors, non, c'est assez... je ne sais pas si on a pris la bonne route. On verra. On verra si c'est juste un bluff ou si effectivement... faudra patienter une fois que la saison est commencée. Paye-le. Il est bon, paye-le. Oui, mais à Boston, chaque dollar est... visiblement. Chaque dollar est méthodiquement dépensé. Allez-vous de regarder le NFL Zone, comment ça s'appelle? Red Zone, la version Ligue nationale sur Prime. Sur Amazon Prime. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on a le nom? Ça va être le même concept là, que la Red Zone, c'est-à-dire que tu allumes ça le jeudi, puis tu regardes 120 games en même temps. Exact. moi je trouve ça intéressant parce que
de voir Amazon commencer à investir dans le hockey, quand même, ils ont l'air à dégager de grosses sommes. Là. Ils ont annoncé hier leur équipe de descripteurs. Marc Messier va être là comme analyste et tout ça. Marc Messier, il doit pas anciennement de Brou. Oh non, pas celui. C'est peut-être celui-là, peut-être c'est moins cher. Mais Amazon a acquis les droits nationaux canadiens du lundi soir. Ils vont présenter un match le lundi soir. Et là, ils lancent ce concept-là semblable au NFL Red Zone, où on va montrer quand on va arriver dans des segments corsés des matchs. On va se transporter là, puis on va analyser ce qui se passe dans ce match-là, puis on va passer à un autre match et tout ça. C'est très populaire au foot. Peut-être que la recette va fonctionner, mais de voir Amazon comme ça arriver en fin de contrat national canadien, investir au Canada dans le hockey. Penses-tu que ça augure? Vois-tu là un indice? Ils sont en train de se positionner. Là, j'ai l'impression qu'ils vont être des joueurs importants dans le prochain contrat de télédiffusion nationale au Canada. Et Rogers a perdu de l'argent avec le contrat de 5,2 milliards. Là. Ils ont saigné de l'argent avec ça, même si on refilé une partie de la facture à TVA Sport, eux-mêmes ont saigné de l'argent. Oui. Alors, la tarte va être partagée. J'ai l'impression qu'Amazon va en prendre une bonne part. Se positionne certainement. Je ne suis pas sûr que le concept. Parce qu'au football, c'est facile. Là, ils ont 4 essais, il y a 20 verges. Switch à ce match-là. Mais là, au hockey, c'est un peu plus... Moi, je pense que ce sont les avantages numériques qui vont être le Red Zone. OK, il y a un avantage numérique. On s'en va à Pittsburgh. Puis le pointage est... On va voir Lane Hudson. Ouais. On va voir les buts! C'est ça. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. T'as l'air dépité de l'annoncer, mais je le suis encore. Je le suis encore. Ah ouais. Non, je ne suis pas du tout dépité. J'allais dire aussi notre expert en Jumbotron. Ouais. Merci pour ce détail tout à l'heure. Et merci pour ta participation globale. Et merci d'être en santé. Il nous a fait peur. Il nous a fait peur la semaine dernière. Vendredi, j'étais sous la météo. Et vraiment. Tu sais ce qu'on dit de la santé? Oui. C'est comme un gardien de but. Quand tu l'as pas, tu s'en rends compte. Exact. La santé, c'est comme un gardien de but. Mets ton masque. Bon sang! Ça n'arrête pas. Un feu roulant. Non, c'est une séquence. Là, c'est une grosse séquence. Ouais. Merci Marc-Antoine. Martin Leclerc, tu es le chroniqueur principal du service des sports de Radio-Canada. Bravo. Merci. Bravo. Et ce livre là, dont tu parles, là, juste pour le dire, c'est ceux qui se demandent, c'est la biographie de Gilles Lupien. Oui. Apparaître fin octobre. Fin octobre. Vous allez recevoir une invitation pour le lancement. Si ça vous tente, vous viendrez. On verra. Je vais peut-être occuper. Je vais être un autre ami. Je sais que tu es un homme très occupé. Voilà, je suis un homme important. Je n'en tiendrai pas rigueur. Comme j'aime le rappeler. Parlant de rappeler, je vous rappelle que vous pouvez toujours cliquer. Hein? Vous êtes là, vous cliquez. Ouais. Cliquez, j'aime, le pouce en l'air, cliquez, abonnez-vous. On est content. On est, comment dire, on la sent, cette proximité-là, avec vous. Puis c'est réellement, ça fait plaisir. Tu aimes le clic. Ça fait plaisir. Ben, le clic, ça, c'est les patrons. Les patrons aiment le clic. Donc, nous, on préfère pas de la proximité. Le cam. Non, c'est pas grave, j'ai pas compris. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ouais, voilà. Merci à Jacques-Alexis Bernardin. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.